Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans un grand amphithéâtre du Collège des Bernardins qui est archi-comble. À l'origine du thème de notre rencontre de ce soir, il y a un groupe d'avocats réunis autour d'une démarche peu commune puisqu'elle trouve sa justification dans une même quête du sens de l'existence. Excusez du peu, quête de sens, le mot est lâché, il sera le fil rouge de cette rencontre, une rencontre qui se veut ouverte, marquée du sceau de la diversité, diversité des opinions et des religions, ça vous le savez en tant que téléspectateur de nos émissions en direct du Collège des Bernardins, mais aussi diversité des états de vie et des parcours de vie. Quoi de commun en effet entre nos trois invités, un patron qui a dirigé l'une des plus grandes entreprises industrielles françaises, un avocat marqué dans son histoire personnelle par la Shoah et qui a passé sa vie à pourchasser les auteurs restés impunis de l'Holocauste, et enfin un prêtre saisi par l'amour de Dieu dont le ministère consiste aujourd'hui à accueillir des jeunes en difficulté. Alors pour vous tous, messieurs, décision et quête de sens, c'est le programme de cette rencontre à laquelle déjà je vous remercie d'avoir accepté de participer. Michel Rollier, votre nom est venu sur le devant de la scène médiatique lorsqu'en mai 2006, le décès accidentel d'Édouard Michelin vous a amené à prendre la direction du groupe du même nom, responsabilité que vous avez assumée jusqu'en mai 2012. Depuis, vous présidez la plateforme de l'automobile qui réunit les constructeurs, les équipementiers et les sous-traitants de la filière. À ma droite, Serge Klarsfeld, dont le nom est connu des Français. Vous êtes historien et avocat de la cause des déportés, souvent désigné avec votre épouse comme chasseur de nazis. Vous êtes en effet à l'origine de procès retentissants, dont bien sûr celui de Klaus Barbie, mais aussi de René Bousquet, Maurice Papon, Paul Touvier. Et vous avez également obtenu la reconnaissance par Jacques Chirac en 1995 de la responsabilité de l'État français dans le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, le père Nicolas Butet. Père Nicolas Butet, vous avez été d'abord un jeune, comme chacun d'entre nous, un brillant homme politique, ça c'est pas le cas de tout le monde, qui était précédemment avocat, je crois, homme politique suisse. Et puis en 1985, un événement personnel vous fait connaître une conversion radicale, à la fois catholique, et ça vous a amené à l'image de saint François d'Assise, il faut en parler de saint François d'Assise, il est à la mode avec le pape actuel, à choisir la pauvreté d'une vie d'ermite pendant plusieurs années, avant de créer cette fraternité eucharistienne que vous avez donc fondée et qui se consacre à l'accueil des jeunes en difficulté. Voilà, une présentation un peu complète, un peu longue, mais qui vaut la peine d'être faite pour que vous situiez bien d'où parle chacun de nos intervenants. Alors, Michel Rollier, premier tour de table, si vous le voulez bien. Cette expression de quête de sens, on peut dire qu'elle est potentiellement assez rebattue, assez tarte à la crème, et pourtant, on l'entend beaucoup. Est-ce que, selon vous, elle révèle quelque chose de profond de la société dans laquelle nous vivons ? Est-ce que dans l'entreprise en particulier, il vous semble que les gens que vous avez côtoyés, dirigés, animés, gérés, étaient pour certains plus habités par cette quête de sens, pour ce qui est des plus jeunes générations, que celles qui les ont précédées? Et si oui, pourquoi? Écoutez, là, vous savez, il faut rester très modeste dans ce domaine au regard de l'entreprise. Et de ce point de vue, je suis un peu ennuyé de parler le premier, parce que vous avez, mon père, une vocation, vous avez eu une mission, maître. Dans l'entreprise, vous savez, vous avez avant tout un devoir qui est d'assurer la prospérité, la continuité de l'entreprise. Et c'est votre premier devoir. C'est le même devoir que celui d'un cultivateur qui ne doit pas laisser un champ en friche, mais le cultiver et le rentabiliser. Donc la question, effectivement, que vous me posez, est-ce que dans une entreprise qui est avant tout, je tiens à le dire parce que je redoute énormément l'angélisme dans les entreprises en particulier, dans une entreprise qui est d'abord une institution qui a une vocation capitalistique, est-ce qu'il y a place pour une quête de sens? Et la question, je ne vous cache pas, est redoutable. On peut répondre oui, on peut répondre non également. Qu'est-ce qui l'emporte chez vous? Ce serait plutôt le oui? Écoutez, très modestement, la réponse est un oui, mais pas
certainement pas aussi affirmatif que celui que vous entendrez dans quelques instants de la part de mes deux qui sont en face de moi. Alors pourquoi cette retenue? Elle est uniquement liée à la compétition internationale? Elle est liée beaucoup à une contrainte qui est d'abord, j'insiste encore, une contrainte de rentabilité de votre entreprise. C'est votre premier devoir. Sinon, il ne faut pas être chef d'entreprise. Enfin, c'est un choix. Deuxièmement, elle est liée à un monde qui est effectivement devenu très complexe. Le monde de l'entreprise est très complexe. Il est très, vous l'avez souligné, compétitif, source de tension. Alors oui, un sens, bien sûr, il faut. Je dirais sans ça, je crois qu'on n'ira pas très loin. Mais il faut, encore une fois, se méfier de l'angélisme. C'est-à-dire que la première mission est de faire prospérer son entreprise. Alors la bonne nouvelle, il y en a quand même une, c'est que cette prospérité ne peut pas être obtenue à n'importe quelle condition. Et je crois que c'est ça qui est fondamental. Et je pense que là où on retrouve le sens, c'est fondamentalement dans le souci qu'on doit avoir et qu'on essaye d'avoir. Mais enfin, quand il y a 100 000 personnes, vous n'êtes pas sûr que tout se diffuse jusqu'en Chine ou en Amérique du Sud. Essayez que chacun de vos collaborateurs retrouve dans les missions qui leur sont confiées au moins une satisfaction et un sens qui est avant tout le sens d'apporter quelque chose, car je crois qu'on a tous, chacun besoin, quel que soit le poste qu'on occupe, on a tous besoin au moins d'avoir le sentiment de contribuer d'apporter quelque chose. Est-ce que vous, personnellement, dans la gestion de ces dizaines de milliers de salariés, vous avez été soucieux, dans le contexte que vous avez décrit, de contribuer à donner du sens à leur vie professionnelle? Écoutez, oui, j'ai essayé. Maintenant, vous dire qu'on y arrive toujours, certainement non. Il faut être très très honnête, mais on essaye bien sûr, et on essaye en particulier avec ses proches, c'est-à-dire les quelques dizaines de personnes qui vous entourent, parce que c'est un entourage dans lequel doit s'établir nécessairement une relation de confiance, d'estime mutuelle, et cette confiance, cette estime n'existera que si on partage ensemble un même sens. Sinon, il n'y aura ni estime ni confiance. Alors, je me tourne vers Serge Klarsfeld. Est-ce que d'abord, vous avez été surpris que des avocats vous demandent de vous exprimer sur cette question décision et quête de sens? Oui, plutôt, parce que pour moi, c'était plus facile que pour les autres avocats de trouver un sens dans le fait d'être avocat, puisque j'étais militant et que en tant que militant, il me fallait être avocat pour défendre jusqu'au bout la cause qui était la mienne. Donc faire juger les criminels, mais ça ne peut pas s'arrêter à les retrouver et à les exposer à la lumière de la justice. Il fallait aussi que je contribue comme investigateur et comme avocat, comme procureur même, je dirais presque, à leur jugement et surveiller jusqu'au bout le fait qu'ils n'échappent pas à une condamnation. Donc pour moi, ça a été plus facile et c'est sur le tard que je suis devenu avocat. J'ai eu la chance d'être avocat. La première affaire, l'affaire Barbie, la première grande affaire. Et peu de temps après, je suis entré dans le Larousse avec une affaire parce que c'était une grande affaire. Je la dois plus à Barbie qu'à moi-même, mais c'est comme ça. Avec du recul, pourquoi cet engagement? À quel besoin de sens est-ce que vous avez répondu? Parce qu'enfin, vous auriez pu faire autre chose. Des avocats juifs, il y en a beaucoup. Vous auriez pu vous consacrer à des affaires de toute autre nature. Je n'étais pas avocat auparavant. Mais disons que cet engagement vient du fait que j'ai toujours considéré que le moment le plus important de la vie, c'était le moment où on passait de vie à trépas et qu'on pouvait faire un bilan et qu'on ne pouvait plus rien changer. Et que donc c'était un moment où j'allais inéluctablement parvenir et qu'il fallait donner un sens à ma vie. Mais ça, c'était plus ou moins conscient. Et puis, il y a aussi le fait que je suis allé en 1965 à Auschwitz, où mon père a péri. Et en 1965, c'était la guerre froide. Et quand j'étais à Auschwitz, j'ai ressenti un appel, j'étais tout seul, mais j'ai ressenti un appel des victimes, et j'ai compris que j'étais arrivé en quelque sorte à Auschwitz en 1943 comme petit garçon, et que je ne pouvais pas trahir mes responsabilités. C'est-à-dire que j'étais un juif qui avait appartenu à une génération qui avait connu la pire menace que le peuple juif ait connue, et en même temps,
j'avais assisté à la résurrection d'un État juif indépendant. C'est quelque chose d'exceptionnel, qu'il fallait l'assumer. Et donc, je l'ai assumé, mais je le dois beaucoup à mon épouse, qui s'est engagée avant moi en tant qu'Allemande, luthérienne, non pas juive, mais luthérienne. Et moi, j'ai agi en tant que juif français, mais nous avons toujours agi main dans la main, et elle n'aurait probablement rien fait sans moi, et moi, je n'aurais rien fait sans elle. Père Nicolas Butet, on vient d'entendre le mot appel. On a aussi en creux entendu celui de finitude, de pensée de la mort comme motivation. Ça vous parle, ça? Je pense qu'il y a au cœur de chaque homme cet appel à trouver un sens à ce que l'on fait. Et à ce que l'on fait, quand j'ai commencé ma carrière politique, ma carrière dans le droit aussi, il y avait bien sûr l'idée de carrière avant tout qui prédominait sans doute. Puis très vite, on se rend compte que c'est assez vide, ces choses-là. Et que si on ne trouve pas le pourquoi de notre agir, si on ne trouve pas une finalité à notre agir, eh bien les choses deviennent très vite insipides. Et petit à petit, il y a une sorte de hiérarchie du sens de la vie qui s'est mise en place. Je reprends un petit peu les catégories qu'un psychiatre, Viktor Frankl, qui a passé 3 ans à Auschwitz d'ailleurs, a découvert là-bas, en disant qu'il y avait 3 manières de voir le sens de sa vie. D'abord l'activité, ce que l'on fait, l'accomplissement d'une tâche. Il y avait ensuite l'amour humain, et c'était déjà grand, et c'était beau de pouvoir retrouver une personne aimée, de pouvoir éventuellement retrouver une famille à la sortie, cette motivation qui tenait les gens en vie au cœur de l'épreuve. Et puis, ultimement, eh bien, c'était Dieu. Et lui-même, dit-il, c'était son épouse d'abord qui l'a profondément motivé à résister dans l'atrocité du camp. Et puis, son épouse est décédée dans un autre camp. Et il a découvert cette parole de Dieu qui disait « Je suis ton berger, je te conduis sur des prés d'arbres fraîches », cette parole du psalmiste. Et je crois que pour moi, ça m'a éclairé profondément, cette réflexion sur la hiérarchie des sens. Elle ne s'oppose pas nécessairement, elle se complète l'une l'autre, mais la seule chose qu'on ne pourra pas nous arracher, c'est l'ultime, la quête de Dieu. Et ça, c'est l'essentiel. Serge Klarsfeld? Oui, pour moi, c'est l'absence de Dieu, parce que quand j'étais enfant, mon père n'est pas revenu, je n'avais plus jamais cru. Mais il y a aussi la foi en certaines valeurs. Il faut défendre certaines valeurs de toutes ses forces pour justement remplacer Dieu. Donc, c'est, disons, une autre religion, mais, ou d'une autre foi, mais en tout cas, c'est quelque chose de profond. Il faut croire et effectivement répondre à un appel. Et pour moi, c'était des valeurs. Pour vous, c'était Dieu. Parce que la porte de la foi en Dieu est définitivement verrouillée pour vous? On ne sait jamais. Hein. Il peut, disons, entrer en relation avec moi et je changerai. Mais mon point de vue, je ne demande pas mieux. Hein, Michel Rollier, je voudrais revenir à vous. Après ce premier tour de table, vous avez dû concilier, notamment parce que vous étiez en charge des questions juridiques dans le groupe Michelin avant d'en devenir le dirigeant, et vous avez dû concilier quelque chose qui a servi le groupe, c'est-à-dire des mesures sociales assez drastiques, de diminution d'effectifs, avec la personnalité que vous êtes, avec les engagements qui sont les vôtres. Comment est-ce que vous voyez ça avec du recul? Est-ce que vous l'auriez fait différemment en prenant le temps de cette relecture des années? Ou au contraire, est-ce que vous assumez pleinement cette vérité en tant que chef d'entreprise de devoir se séparer de salariés pour pouvoir développer à terme l'entreprise et assurer davantage d'emplois peut-être? Alors, je vais sans doute vous choquer, mais je devrais le refaire, que je le referai exactement comme je l'ai fait, exactement, et non pas par plaisir. Je crois qu'aucun chef d'entreprise ne se lève le matin en disant « formidable, aujourd'hui je vais supprimer des emplois », on ne le fait jamais, et c'est toujours une épreuve, parce que on sait, même si on n'est pas proche des personnes dont on supprime l'emploi, on sait ce que ça représente, et on voit des visages aussi, mais je crois que je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur la vie de l'entreprise. La vie de l'entreprise est une vie qui est assez rude, qui est dans un environnement concurrentiel qui est très rude, dans un domaine où le progrès technique fait que chaque année, on peut produire plus avec moins de personnes, et ça c'est une réalité économique, c'est une réalité technique qui n'a rien à voir avec une quête de sens, une philosophie, c'est une donnée pratique, et donc le devoir d'un chef d'entreprise est justement toujours d'anticiper. Un chef d'entreprise, il a une stratégie, il anticipe, et donc il y a des mesures dont il sait qu'elles sont inéluctables, et il faut avoir justement, je dirais, le courage, parce que c'est plus facile de le faire quand on est en crise, parce qu'à ce moment-là, on dit c'est ça pour sauver le bateau. Je pense qu'il est beaucoup plus estimable et courageux de le faire quand ce n'est pas nécessaire, mais qu'on sait qu'on anticipe face à une situation de demain. Donc très honnêtement, je vais être très clair et très honnête avec vous,
ça m'a fait de la peine, mais je n'ai pas eu d'état d'âme. Je savais qu'il fallait le faire, et on l'a fait. Par contre, le comment est fondamental. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, dramatisent le licenciement comme étant une perte du sens du collectif et du travail en commun? Vous avez vu que, oui, d'ailleurs, vous noterez qu'en France, ce genre de séparations sont beaucoup plus pénibles et douloureuses que dans beaucoup d'autres pays. Et alors, il y a de nombreux aspects à ça, mais il y en a un qui rejoint votre question, c'est que les travailleurs français, je ferai volontiers cette comparaison avec les travailleurs anglo-saxons, sont beaucoup plus engagés dans leur entreprise, beaucoup plus engagés, mettent beaucoup plus de sens à ce qu'ils font en entreprise que bien des salariés d'autres pays, dans de nombreux pays anglo-saxons, parce que les restructurations, nous en avons faites aux États-Unis, nous en avons faites dans d'autres pays. Aux États-Unis, vous me payez, je travaille, vous me payez plus, je travaille plus. En France, les crises qu'on vit aujourd'hui sont largement, en grande partie, enfin, elles sont attisées. Mais au départ, il y a aussi ce souci d'un salarié qui a été profondément engagé dans son travail, qui a travaillé avec beaucoup de conscience professionnelle, très engagé encore une fois, et qui a un sentiment véritable d'une rupture et d'une trahison qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Ça, j'en suis parfaitement conscient, et c'est pas facile à expliquer, vous avez raison, surtout si en même temps les médias mettent en avant les bénéfices que vous êtes en train de faire. Mais je crois que là-dessus, c'est un appel, alors c'est pénible, en plus vous faites traiter de tous les noms. Vous avez éventuellement des séquestrations de salariés en France, de cadres, ce qui est évidemment extrêmement pénible, notamment pour ceux qui en sont les victimes. Mais je crois encore une fois qu'il y a une vérité économique, et que cette vérité économique, il faut l'assumer. Simplement, il faut l'assumer. Et je vais vous donner, si je permets de développer un tout petit peu, dans le cas des usines que nous avons fermées en France, il y a le choix qui est soit de donner de l'argent aux salariés, ce qui est une mesure très satisfaisante à court terme et qui souvent provoque des drames parce que cet argent sera souvent réinvesti dans une petite entreprise par le salarié qui n'en a pas la compétence et qui perdra cette somme, ou au contraire faire l'effort véritablement durable, plus d'un an et demi, 2 ans, de donner une possibilité, ce qu'on appelle une transition professionnelle, en donnant des possibilités de formation, de reprise de confiance en soi, qui est d'ailleurs la première étape pour un salarié qui est déstabilisé par la perte de son emploi, la perte de ses collègues de travail. Il y a tout un travail de fond que nous faisons, et je dois vous dire que ma satisfaction, c'est qu'on pratiquement, on est entre 90 et 100% de rétablissement de personnes qui ont retrouvé une seconde vie grâce à cette activité. Donc, encore une fois, je distingue bien la vie économique de l'entreprise. C'est pas, je suis désolé, mais c'est pas une société de bienfaisance, une entreprise. Et elle a en face d'elle des concurrents, et des concurrents redoutables. Elle doit assurer son avenir. Elle est dans un monde de progrès technique permanent qui fait qu'elle doit évoluer en permanence. Quand elle est en Europe, en plus, et qu'elle fait des pneus ou des voitures, elle est dans des marchés qui baissent. Ils ne sont même pas stables, ils baissent. Comment voulez-vous faire? Par contre, il y a le comment. Et justement, si vous faites les choses à temps, quand vous vous portez bien, vous pouvez les faire mieux. C'est ce que j'ai essayé de faire. Père Nicolas Butet, vous êtes choqué par ce langage de vérité ou au contraire séduit? Non, au contraire, je crois que c'est ça vraiment. Le sens s'inscrit complètement dans le réalisme de la vie des personnes. Si c'était un sens qui était désincarné, un sens angélique, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Rollier, ce serait plus du tout un sens. Ce serait une sorte d'idéalisme abstrait, cérébral, intellectuel, mais qui donne plus sens à ce temps, à ce monde dans lequel nous vivons. Je crois que le sens se trouve dans la réalité, et la réalité parfois douloureuse, tragique, d'autant plus, j'allais dire même, que la réalité peut être absurde et scandaleuse. Et là, c'est peut-être là que le sens est le plus grand. Vous me parliez tout à l'heure de ces valeurs, de ces principes qui sont là. Je crois qu'on se rejoint sur l'idée qu'il faut absolument une transcendance, que l'homme ne peut pas se suffire à lui-même et que s'il n'y a pas quelque chose qui transcende l'homme, notamment des valeurs qu'il peut porter, c'est pas possible de vivre. Il faut que quelque chose passe l'homme pour que l'homme puisse vivre réellement. Il y a ce que Max Weber appelait le polythéisme des valeurs. Ensuite, il va falloir quelles valeurs vont structurer la personne humaine. Puis il y a cette personne, cet autre que Dieu est. Le côté le plus absurde, pour moi qui suis chrétien, et c'était pour moi aussi une des expériences les plus fortes de ma vie, c'est découvrir qu'au cœur de l'absurde du mal, du scandale du mal, de l'horreur du mal, il y avait un amour qui pouvait triompher. Et ça, je crois que c'est la chose la plus déconcertante qu'on puisse découvrir. C'est que ce qui est scandaleux, inadmissible, intolérable et absurde au sens philosophique du terme, qui n'a pas de finalité, qui est la brisure même de la vie, la brisure même de l'existence, eh bien là, tout d'un coup, l'amour sort victorieux, la vie sort vainqueur de la mort. Et alors, tout d'un coup, on se rend compte que le sens ne sort pas du réalisme, ne sort pas de l'exigence du devoir d'État, ne sort pas du tout de ces exigences du chef d'entreprise, de l'avocat, de la famille, mais au contraire s'inscrit
pris dans ce réalisme même. Et c'est là que tout d'un coup, quelque chose peut surgir qui, dans ce qui est le plus déconcertant des circonstances extérieures, va apporter cette lumière qui apaise le cœur et qui donne une espérance. Serge Klaesfeld, je voudrais revenir sur le sens de votre combat que vous avez évoqué tout à l'heure. En vous entendant, on pense évidemment, notamment au procès de Klaus Barbie, à ses défenseurs. Ils étaient face à vous, dans la même posture d'avocat. Leur combat avait-il un sens ? Il aurait pu avoir un sens. On aurait pu expliquer, par exemple, du côté de la défense, la formation de Klaus Barbie, le fait qu'il était tout jeune il était jeune quand le nazisme a pris le pouvoir en Allemagne. On aurait pu expliquer ces différentes formations et montrer comment il en est venu à être inhumain en une période de crise. Mais ça n'a pas été le cas, hein. Le défenseur de Klaus Barbie voulait être la vedette de son procès et donc il a remis son client en prison et c'est lui qui forcément a eu la lumière des projecteurs pendant ce procès pour très mal défendre Klaus Barbie, ne connaissant pas très bien le dossier et ne laissant pas Klaus Barbie se défendre lui-même, parce que je l'ai vu dans des confrontations à la prison, et il se défendait beaucoup mieux que ne l'a défendu Jacques Vergès. Mais au-delà de ce cas d'espèce, diriez-vous que toute cause, même la plus sombre, la plus noire... La présence de l'avocat, comme celle de certaines professions, est nécessaire depuis toujours, pratiquement. Depuis l'Antiquité, il y a des avocats. Donc, c'est une profession absolument nécessaire et chacun a droit d'avoir quelqu'un... qui met son intelligence au service de sa cause pour essayer de le sauver dans une situation difficile. Donc je ne vois pas que l'on puisse se priver d'avocats, me paraît tout à fait anormal. Mais vous, personnellement, vous n'avez jamais eu à renoncer à une affaire sous prétexte que vous la jugiez non, amorale. Je n'ai jamais défendu un coupable, donc je n'ai jamais eu à... J'ai défendu très peu de personnes. J'étais plutôt, je l'ai dit, procureur qu'avocat, ce qui est normal, puisque je défendais des milliers de personnes, mais qui étaient des parties civiles. Et pour cela, il fallait faire un travail qui n'était pas celui de l'avocat normal. Mais je dois dire que, en principe, disons, le travail de l'avocat, la mission de l'avocat, la mission la plus noble, c'est d'être l'avocat dans un régime d'oppression. Et là, heureusement, nous n'en sommes pas là, nous n'en sommes plus là. Et j'admire beaucoup les avocats qui, pendant la guerre, ont pris des risques pour défendre des résistants, ou bien même en remontant la Révolution, ceux qui ont perdu la tête parce qu'ils ont défendu tel aristocrate ou tel monarque. Père Nicolas Butet, je voudrais vous interroger sur une question qui concerne vraiment cette quête de sens, qui est celle de la radicalité. Tout à l'heure, Michel Rollier a dit, au fond, on va entendre, en parlant de vous tout à l'heure, quelqu'un dont la radicalité des choix me place, pense-t-il, très en deçà de lui, très en dessous, très... Bon. Est-ce que ça veut dire que cette radicalité de la quête de sens et de la réponse à l'appel est la condition pour arriver à quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas dans son quotidien? Alors, celui de M. Rollier n'avait rien de modeste. Hein, c'est pas la petite voix de Thérèse de l'Enfant Jésus quand on dirige des dizaines de milliers de personnes. Mais enfin, voilà. Est-ce que cet appel à la conversion n'est pas pour tout le monde? J'aimerais dire deux choses. D'abord, la radicalité du changement qui s'est produit dans mon parcours de vie est due d'abord à une continuité intérieure. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord une transformation intérieure, une quête intérieure. Et je crois que c'était mon vieux père spirituel qui avait 93 ans, qui m'a dit: Nicolas, si tu n'es pas capable de vivre ce que tu as découvert dans le Christ et dans la foi, dans ton milieu professionnel, c'est dans la politique, sur les travées du Parlement, ou alors dans ton étude d'avocat, eh bien, tu ne seras pas capable de vivre à l'extérieur. Et je crois que c'était vraiment d'une immense sagesse de faire comprendre que si on n'était pas capable de vivre dans l'incarnation de notre aujourd'hui, dans la réalité de notre aujourd'hui, ces valeurs qui nous portent, et cette personne que j'avais rencontrée, qui me transformait, j'aurais pas été capable de le vivre à l'extérieur. Ça, c'est avant 1985. C'est ça, exactement. C'est déjà chez vous, présent. C'est ça. J'ai quitté en 88 les activités.
Donc pendant 3 ans, j'ai vécu cette vie de parlementaire, cette vie d'avocat stagiaire, avec cette réalité aussi en ayant eu défendre une des premières causes qui m'a été donnée, c'était de défendre un jeune qui avait violé, brûlé plusieurs enfants. Et cette question m'est arrivée en pleine figure aussi, de me dire mais comment est-ce possible? Et le choc que j'ai eu, c'était pour moi quelque chose d'incroyable. Je connaissais par dossier, je connaissais par lecture de ce pavé que j'avais reçu sur mon bureau. Et je me souviens toujours le choc que j'ai eu quand je l'ai rencontré en prison. J'ai vu un être humain avec une tête, 2 mains, 2 pieds, un corps. Et je me suis dit, j'aurais pu boire un verre au bistrot quelques jours avant son arrestation avec lui, sans rien savoir de son histoire. Et là, c'était une interpellation profonde pour moi entre ce qu'il y a d'intérieur et ce qu'il y a de l'extérieur. Finalement, une personne vaut toujours plus que ce qu'elle fait. Ses actes vont toujours... on ne peut jamais réduire une personne à son agir. Et de l'autre côté, par rapport à cette quête intérieure qui m'a habité, ce changement radical, je pense qu'il y a une vocation là. Il est possible de vivre partout. Ce qu'il faut, à mon avis, partout où l'on se trouve, c'est le courage. C'est-à-dire cette cohérence intérieure. Il faut du courage pour un chef d'entreprise pour prendre des décisions qui sont parfois difficiles, qui sont en tout cas affectivement pas les plus sensiblement agréables à prendre. Il faut du courage pour quelqu'un qui s'engage dans l'idéal d'un devoir de justice. Et je crois que c'est ce qui manque le plus peut-être aujourd'hui, le courage. J'associerais immédiatement la question de quête de sens avec le courage. Et ce courage pour moi a pris la forme d'un changement radical, comme une sorte d'affirmation de ce primat de Dieu, qui me semblait véritablement la réponse ultime à ce que le cœur de l'homme attend et qui peut combler tout homme. Mais ensuite, les formes extérieures peuvent être très différentes, tant qu'il y a ce sens intérieur et ce courage. Justement, dans votre apostolat, il y a la priorité aux plus faibles, aux blessés. Oui. Pour moi, c'est capital, j'allais dire. Derrière cette expérience dont je vous parlais tout à l'heure, il y a ce visage de la personne humaine. J'aime beaucoup Emmanuel Lévinas, qui dit que chaque fois que j'ai vu un visage, je suis engagé moralement. Et je crois que c'est vraiment ça. On a voulu dire que la transcendance passait par le visage de l'autre, sans doute. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est profondément engageant. Et pour moi, ce qui me frappe chez ces jeunes qu'on accueille, c'est cette vulnérabilité, cette fragilité. Comment donner une espérance chez des personnes qui, finalement, humainement parlant, n'ont pas beaucoup de perspectives. Je ne pourrais pas leur dire, écoute, tu vas faire des belles études et tu vas réussir et tu auras une belle carrière. Ce n'est pas possible. Et chez eux, si on ne travaille pas sur le sens, qu'est-ce qui va donner sens à ta vie? Non pas ce que tu vas faire dans l'activité professionnelle. On va aller au bout de tes talents, on va aller au bout de ce que tu es capable. Mais quand les neurones ont grillé par plusieurs années de polytoxicomanie, il y a des limites infranchissables pour la personne. Et donc, on ne va pas pouvoir lui dire, mais écoute, si tu auras un bon job, si tu te donnes à fond, non, tu n'auras pas ça. Par contre, tu peux trouver sens dans ce que tu fais. Et tu peux trouver sens dans l'amour que tu vas mettre dans l'activité que tu auras. Et on voit des gens qui, très humblement, très modestement, ont une activité tout à fait simple, mais qui trouvent un sens parce qu'ils peuvent mettre de l'amour dans ce qu'ils font. Qu'ils rencontrent d'autres personnes là-dedans. Et pour moi, ce travail de reconstruction de la personne humaine, ce travail de redonner la dignité à une personne est capital. Je me souviens d'une histoire qui m'a beaucoup touché, un jeune qui avait quitté la prison un jour, il s'était enfui, 15 ans, prison pour ados. Il débarque, et puis il me dit, genre, il me cassait, c'est fini, j'en ai marre, toutes ces histoires-là. Puis je dis, écoute, t'as pas d'issue, les flics vont te retrouver, tu vas repasser en tôle, tu auras même une sanction supplémentaire. Écoute, moi je connais bien le directeur de la prison, je lui téléphone. Ah non, tu me vends pas, tu fais pas le salaud. Je dis, non, je le ferai pas sans ton accord. Bref, pour venir, il accepte. Je dis au directeur de la prison, je le ramène demain matin. Il reste là ce soir. Je dis, ah non, c'est pas possible, j'envoie les flics. Je dis, non, si tu fais ça, moi, je le cache ailleurs. Alors il me dit, bon d'accord, je pense que c'est non négociable. Je dis, non, c'est non négociable. Et alors, je le ramène demain matin. On avait convenu qu'il n'y aurait pas de sanction, rien du tout. Donc il réintègre la prison. 3 jours après, il redébarque. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu reviens? J'avais encore une question à te poser. Est-ce que toi, tu espères encore en moi? J'ai dit, oui, j'espère en toi parce que c'est un chic gars. Il me dit, bon, téléphone à ton copain à la prison, je remonte en train tout seul. Et il est reparti tout seul. Et cette question m'habite tout le temps. Est-ce que toi, tu espères encore en moi? Est-ce que tu crois encore en moi? Et je crois qu'il y a cette invincibilité d'une espérance, parce qu'il y a quelque chose en l'homme qui passe l'homme, et justement, ça dépasse son seul agir, sa seule activité. On distinguait le travail au sens objectif du terme, c'est-à-dire ce que je fais, ce que j'exerce comme profession, comme activité, et puis le sens subjectif du travail. Il s'agit d'une personne qui est en train de faire quelque chose. Et ça, c'est grand quand une personne agit. Est-ce que cette dimension de la faiblesse peut avoir une place dans la compétition mondiale? Je pensais là à l'instant au professeur Le Pichon, ce grand géologue qu'on a reçu ici, et qui, dans le cadre de ses recherches, au fond, dit « Moi, c'est la découverte de l'handicap, de l'infinie faiblesse, pauvreté, en l'occurrence d'un enfant qu'il avait rencontré un jour de sa vie mourant.
qui l'a fait prendre une certaine plus grande dimension dans son travail de chercheur. Est-ce que le chef d'entreprise, toujours dans cette compétition dont vous nous avez très bien décrit les contraintes, peut aussi laisser place à cette dimension du plus faible? Très honnêtement, écoutez, il y a un mot que le père Butet a prononcé qui est la dignité de la personne, et on a souvent effectivement des moments de bonheur dans l'entreprise, et souvent avec des personnes relativement humbles dans l'entreprise qu'on découvre. Et on découvre des richesses auxquelles on ne pensait pas du tout. Donc oui, il y a des moments comme cela, mais ils sont quand même pas très très fréquents. Et vos propres faiblesses, est-ce qu'elles ont eu le droit d'être les vues parfois, ou est-ce que vous étiez toujours un personnage Écoutez, la règle généralement est plutôt d'essayer de les cacher. Pourquoi D'abord par, je dirais, par fierté personnelle. Premièrement, deuxièmement, si le commandant du bateau commence à dire je suis pas sûr que je peux tenir la barre comme il faut, il va semer très vite. Vous savez, la confiance est quelque chose de fondamental pour l'homme en général, et pas uniquement dans l'entreprise, mais dans l'entreprise. Si vous sentez un peu de faiblesse chez les dirigeants, ça se sait très vite. Est-ce que la faiblesse est nécessairement le doute? Enfin, je veux dire, ça peut être aussi la fatigue, ça peut être beaucoup d'états dans lesquels... mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur. Pour être très honnête, je veux bien une ou deux fois m'endormir pendant une réunion, si vous voulez, peut-être un peu plus souvent. Merci pour cette confession. Donc, à ce moment-là, il y a autour de la table, ils vont dire le malheureux. Bon, bien sûr qu'il y a des moments où on vous sent peut-être un petit peu... Mais je crois que fondamentalement, le premier devoir d'un dirigeant, et là je ne parle pas d'un dirigeant d'entreprise, d'un responsable, est d'assumer ses responsabilités. Et vous n'avez pas droit à la faiblesse. Je vous choque peut-être, je vous parais peut-être infiniment vaniteux ou orgueilleux, je ne sais pas lequel des deux, mais je pense que si vous êtes chef d'entreprise, enfin, ce n'est pas une vocation, ce n'est pas non plus une mission, on vous a nommé chef de l'entreprise, vous acceptez ou vous acceptez pas, mais si vous avez accepté, eh ben, vous devez assumer. Serge Klarsfeld, est-ce que vous avez perçu parfois et même été ému par cette dimension de faiblesse chez ces personnages que vous avez pourchassés Oh non, pas du tout. Jamais. Jamais, pas le moindre remords. Ils n'ont jamais exprimé le moindre remords. Non, ils sont uniquement... Enfin, ils étaient, parce qu'ils sont tous morts, mais ils étaient uniquement préoccupés par leur situation personnelle, celle de leur famille, les ennuis que nous leur procurions. Mais sinon, moi, je n'ai jamais été fasciné par les bourreaux du tout. J'ai passé tout mon temps, pratiquement, avec les victimes, à part les missions que nous nous sommes fixées de retrouver tel ou tel criminel. Sinon, j'ai passé ma vie avec les victimes. Mais les victimes étaient dans un état de faiblesse, puisqu'elles n'étaient pas identifiées. J'ai donc passé 30 ans à identifier chaque victime de la solution finale en France, c'est-à-dire les sortir de la poubelle de l'histoire et de leur donner un nom, un prénom, une date de naissance, un lieu de naissance, l'adresse où ils ont été arrêtés, une photo pour la majorité des 11 000 enfants qui ont été déportés de France et assassinés. Donc, j'ai passé mon temps avec les victimes et puis avec les survivants, c'est-à-dire avec les fils et filles des déportés qui se sont groupés autour de Béate et autour de moi parce que nous étions efficaces. Et eux, il fallait leur apporter aussi des pensions, un certain nombre d'avantages sociaux, une réhabilitation, on peut dire, de leur statut. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire et je pense avoir bien travaillé. Alors, en vous réunissant pour ce débat de ce soir, les avocats qui sont à l'origine de cette rencontre avaient en tête que vous êtes tous, d'une manière ou d'une autre, liés à la question du droit. Alors, je voudrais vous demander, là ça devient peut-être moins personnel, un peu plus philosophique, mais est-ce que selon vous, le droit est en lui-même porteur de sens, alors que dans la société française dans laquelle nous vivons, des réformes importantes sont en cours ou même ont déjà abouti, qui semblent bousculer une certaine dimension de droit naturel. Est-ce que le droit est en lui-même porteur de sens, Michel Rollier? Il devrait, et il le porte souvent.
je dirais, le respect de la parole donnée fait partie du droit. Or, c'est quand même quelque chose qui donne du sens à la vie. La responsabilité est définie, je pense à vous, est définie par des articles du Code pénal et du Code civil. Donc, oui, simplement, vous avez fait allusion à quelques évolutions récentes. Je crois qu'un des problèmes de notre époque, c'est que il semblerait qu'il y ait un divorce qui s'amorce entre le droit naturel et le droit positif. Et ça, c'est certainement quelque chose de très grave pour notre société. Donc il y a un rôle à jouer pour les juristes là, pour essayer de... Alors je le crois profondément, oui. Serge Klarsfeld, sur cette même question du sens du droit. Si j'en juge par mon expérience personnelle, quand nous nous sommes attaqués, disons, à l'impunité de certains criminels, la loi sur les crimes contre l'humanité n'était pas appliquée. Il n'y avait pas de décret d'application. Et peu à peu, il y a eu une jurisprudence. Peu à peu, également, les magistrats français ont joué un rôle par l'expérience qu'ils avaient dans ces grandes affaires. Ils ont joué un rôle dans la construction, on peut dire, la création du tribunal pénal international, d'une justice pénale internationale. Les crimes contre l'humanité, en 1971, quand nous avons entamé notre action en Allemagne, c'était une branche du droit qui n'existait pas, qui n'existait plus. Pourquoi ? Parce que on pensait à l'époque les crimes, peut-être qu'ils étaient cachés par les deux blocs qui gouvernaient à l'époque le monde, mais en tout cas, c'était pas d'actualité, et malheureusement c'est devenu d'actualité parce que les crimes, les massacres se sont multipliés, et la nécessité d'une justice pénale internationale est apparue. Donc on y a participé, on a milité pour, parce que ça nous semblait indispensable, mais c'est une création qui est apparue, donc dans un domaine qui est extrêmement important pour le respect de la dignité humaine. Voilà donc une expérience. Sinon, le droit, il est effectivement, comment dire, régit quand même les rapports entre les hommes, évite beaucoup de tension, beaucoup de violence, et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de discussion possible sur la règle de droit. Vous voyez des limites à sa réforme ? C'est une adaptation, un rapport de force dans la société, mais ce n'est pas une question qui me tarabuste particulièrement, parce qu'on est tellement engagé dans une action qu'on ne peut pas s'occuper de tout. Un jour, Alain Finkielkraut m'a dit « Mais comment vous militez? Vous n'êtes pas allé en Serbie ?» Bon, alors je lui ai dit, je ne peux pas aller partout. Et puis, quelques temps après, je me suis retrouvé effectivement en République serbe de Bosnie à réclamer le jugement de Mladic et Karadzic. Mais vous voyez, comment dire, on nous reproche souvent de ne pas avoir tout fait, mais on ne peut pas tout faire. Alors, vous avez parlé de rapport de force. Oui, de rapport de force dans la société. C'est évident. Vous dont le voyez. Droit est le reflet. Bien entendu, vous le voyez maintenant, par exemple, avec le mariage pour tous. Il y a un rapport de force. Donc c'est la loi du plus fort. C'est à la fois au Parlement, c'est dans la rue, c'est dans la tête des gens. Donc il y a un rapport de force, et puis une société évolue, puis c'est cyclique. Donc on ne connaîtra jamais la fin de l'histoire. Mais il n'y a pas de boussole à ce droit-là ? À ce droit qui le respect, si, dans une certaine région du monde, qui est le monde occidental, il y a le respect de la dignité humaine, voilà, le respect de la personne humaine, de ses droits. Ailleurs, c'est beaucoup plus tangent ailleurs, et il faut essayer de préserver cette zone de droit. Et ce respect de la personne humaine n'a pas été vraiment inscrit dans l'histoire de cet Occident du XXe siècle, pour le coup. Du XXe siècle, non, mais l'Europe en a retenu la leçon, et les gens comme d'Adenauer, de Gasperi, et en France Schuman, Robert Schuman, ont construit un monde qui est un monde pacifique, et c'est absolument extraordinaire, alors qu'on étudie l'histoire et toutes les guerres qui se sont passées dans une Europe très proche, et bien de voir que nous avons la paix depuis 70 ans pratiquement. Et il faut remonter
aux Antonins, à l'Empire romain au second siècle pour avoir la même situation. Alors je ne sais pas ce que sera l'avenir. Nous sommes à courte vue, des myopes. Il faut se battre pour les valeurs. La valeur, c'est effectivement la paix, le respect de la personne humaine, et tout ça dans la meilleure, je dirais, ambiance possible, sans violence, et en discutant avec des compromis. Mais je crois que c'est absolument indispensable. Si après la guerre, on a réussi à construire l'Europe, je crois qu'on peut construire aussi aujourd'hui une Europe plus fraternelle et plus... Un vivre ensemble. Père Nicolas, Père oui. Nicolas Butet, sur ces questions de droit. Sur la légitimité du droit, je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus, où nous avons la force du droit qui régit une société, où nous avons le droit de la force qui va l'emporter. Saint Augustin disait que si on enlevait le droit d'une société, on aurait un ramassis de brigands. Enfin, quelque part, c'est un peu cynique peut-être, mais en tout cas, c'est réaliste, je pense. Donc, la force du droit, l'état de droit est capital à la structuration d'une société. On voit bien qu'une société qui n'a pas d'état de droit, où c'est l'arbitraire pur qui domine, est une catastrophe humanitaire. Ça, c'est sûr. Ensuite, quel est le fondement de ce droit? C'est ça la vraie question que vous souleviez tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit à l'homme de produire le droit ou de lire ces règles inscrites dans le cœur de l'homme, inscrites dans la société, que l'on retrouve à Athènes, que l'on retrouve à Rome, que l'on retrouve en Chine, que l'on retrouve en Inde, dans des grandes figures qui ont pensé la question du rapport des hommes entre eux dans la société, du rapport de l'individu avec le corps social, avec l'État, ou celui qui détient la potestas, le pouvoir dans la société, ou l'autorité plus exactement. Et donc tous ces rapports sociaux nécessitent une lecture très fine. Et s'il n'y a pas quelque chose qui dépasse le seul rapport de force dans l'élaboration du droit, à mon avis, on arrive à une société de violence nécessairement. Ce que Girard a appelé la montée à l'extrême de la violence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être nécessairement un groupe dominant sur l'autre. Il faudrait cette humilité de pouvoir lire ce qui est bien, ce qui est bon, et là j'en reviens à la vulnérabilité. Comment le plus vulnérable est pris en compte? Gandhi disait déjà justement qu'une société démocratique se juge à la façon dont le plus faible et le plus vulnérable est pris en compte par le droit. Et ça me paraît capital. Alors aujourd'hui, on voit une sorte d'inflation législative qui est, j'allais dire, contraire à la structuration personnelle des gens. Il y a un lien étroit entre le droit et la morale, on ne pourra pas le dissocier, je crois. C'était Franz Josef Strauss, le lion de Bavière, le chef de la CSU, qui disait un jour le décalogue comprend 297 mots. Je ne sais pas dans quelle langue il le disait, peut-être en allemand, la déclaration d'indépendance des États-Unis, 300 mots, et la norme européenne pour l'exportation des caramels mous, 25 919 mots. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit problème dans la répartition des choses? Mais Père Butet, vous voyez bien, je voudrais prendre cet exemple parce qu'il est vraiment clivant sur la définition du commencement de la vie. Vous parlez du respect de la vie, vous parlez des rapports sociaux, de ce qui structure, mais le commencement de la vie, voilà un sujet sur lequel il y a vraiment un clivage profond dans la société, n'est-ce pas? Comment? Vous savez, toute société a pensé, enfin, a modifié le vocabulaire pour éviter d'aborder les vraies questions. Je me souviens d'un ethnologue qui interviewait des personnes dans une tribu qui avait été anthropophage. On disait, mais comment pouvez-vous manger des êtres humains? Si on ne mange pas des êtres humains, c'est impossible, c'est interdit, on ne peut pas manger des êtres humains. Mais si, vous avez mangé, enfin on m'a dit, c'est comme une tradition chez vous. Ah non, mais les ennemis, pas des êtres humains. Quand il s'est agi de défendre l'esclavage aux États-Unis, on a dit ce ne sont pas des êtres humains. Quand il s'est agi de conquérir l'Amérique latine pour certains conquistadores, on s'est dit ils n'ont pas d'âme, parce que l'être humain patouche. L'être humain patouche. Il suffit de changer le vocabulaire pour, à partir de ce changement de vocabulaire, justifier n'importe quelle violence contre l'être humain. Et c'était la même chose avec la question des Unmenschen et des Untermenschen. C'était la même logique. Ce ne sont pas des êtres humains, donc ils n'appartiennent pas à la race, et donc ils n'ont pas de légitimité de vivre. Donc chaque fois, il faut une manipulation sémantique pour réussir à justifier l'injustifiable. Et c'est ce qu'on fait avec le droit aujourd'hui. Si c'est un produit de conception, on sait très bien biologiquement que ce qui est au départ, dans une loi absolument inéluctable de la biologie, va donner quelque chose. On a des chattes chez nous dans notre communauté, des petits chats comme ça, qui sont portantes. Ben, je veux dire qu'il n'y a pas un seul jeune en accueil qui se dit qu'est-ce qui va sortir. Un petit chien, un petit veau, enfin d'autres animaux dans la ferme, mais personne ne se pose la question.
On attend tous les petits chatons, et certains craquent devant ces petits chatons, c'est magnifique comme tout. Voilà, il y a une sorte de logique inéluctable du premier instant à la sortie. Et donc, il faut cette manipulation sémantique qui est là. Je sortais cette phrase de Massignon à Claudel en 1912 qui disait « Je me demande si le supplice des générations qui viennent ne sera pas d'être torturé par des mots qui mentent à leur sens originel. » Le supplice des générations qui viennent ne sera pas d'être torturé par des mots qui mentent à leur sens originel. Eh bien, je crois que par rapport à la vie, c'est ça. Et c'était Yves Coppens, quand on lui disait, mais qu'est-ce qui pour vous était le plus frappant dans toutes vos recherches? Et il disait, vous savez, ça n'a pas été les grottes de Lascaux, ça n'a pas même été Lucie. C'était de découvrir des corps dans des sépulcres du Mésolithique. Des corps de personnes handicapées, gravement handicapées, certaines ne pouvant plus même mâcher, dans une période encore nomade. Ces personnes ont été nourries, transportées à dos d'homme, enterrés avec la même dignité que les autres. Et c'est pour moi l'émergence de l'humanité, c'est la prise en compte du vulnérable. Lorsque dans une société, on est capable de prendre en compte le vulnérable. Eh bien, quelque part, il y a une régression anthropologique et humaine depuis l'homme des cavernes, si l'on prend ce critère-là pour le critère d'humanisation de l'homme. Et je crois que derrière ce débat de la vie, il y a quelque chose qui est absolument inconcevable pour l'homme. On ne peut pas toucher à la vie, mais par contre, on va sémantiquement changer le vocabulaire de façon à ce qu'ensuite on puisse manipuler les personnes. Et l'expérience que vous avez vécue toute votre vie raconte cette histoire-là de manière tragique, abominable. Michel Rollier, on n'est pas loin de la fin de ce débat et j'aimerais bien que vous parliez aux jeunes générations. En fait, j'aimerais que vous leur disiez, à celles qui notamment, et je crois qu'elles sont assez nombreuses maintenant, hésitent à se lancer dans l'aventure de l'entreprise parce qu'elles la trouvent dénuée de sens, trop violente, trop compétitive. Quel message vous leur donnez? Est-ce que c'est un message d'encouragement, au contraire, de foi dans l'avenir de cette aventure humaine qu'est celle de l'entreprise? Oui, je crois que je ne voudrais pas avoir choqué en me donnant une image de l'entreprise un petit peu froide et désincarnée. Réaliste. Et j'ai voulu insister sur le réalisme pour une raison qui est peut-être un petit peu liée à Michelin, qu'on a toujours associé à un monde un peu idéal. Et donc, j'ai un petit sentiment de réaction qui m'aide à dire, écoutez, c'est peut-être idéal, mais on ne s'amuse pas tous les jours, et les concurrents sont durs, et le personnel est ce qu'il est. Il y a des gens qui sont sympathiques, il y en a d'autres qui ne sont pas sympathiques du tout. Donc, j'ai un petit peu ce sentiment de réaction contre un certain angélisme. Mais cela dit, je pourrais dire à des jeunes que l'entreprise aujourd'hui est une voie dans laquelle ils peuvent donner du sens à leur vie, à condition quand même de ne pas sombrer ni dans un idéalisme excessif, parce que ce n'est pas, encore une fois, la vocation de l'entreprise, mais de là à sombrer dans le pessimisme en disant je vais entrer dans un monde désincarné, dans un cher service center où toute la journée je serai une usine à traiter les factures fournisseurs de l'entreprise et si possible un cher service center installé dans un lieu à bas coût et où il y a une usine entière, le premier saisit la facture, le second la contrôle, le troisième, etc. Non, il y a une place et je vois quand même, je voyais plutôt notamment chez Michelin, beaucoup de jeunes cadres qui étaient heureux parce qu'on, dans une entreprise bien organisée, on trouve l'occasion de faire des choses qui vous plaisent et surtout de réaliser. Et on voit, si vous voulez, les grandes satisfactions qu'on peut avoir dans une entreprise, c'est c'est les succès qu'on rencontre, et il y en a de nombreux dans l'entreprise, y compris quand on a réussi à faire progresser quelqu'un. Et une des choses qu'on essaie de développer chez Michelin, c'est notamment de veiller à ce que nos cadres aient dans leur responsabilité fondamentale de faire progresser leurs collaborateurs en étant exigeants avec eux. Parce que l'exigence est pour moi une des formes les plus abouties du respect des personnes, mais aussi pas trop, et en les aidant à progresser, à s'enrichir. Donc oui, il y a des moments de satisfaction très intenses. Vous parliez des faibles. On a peut-être moins en France parce que c'est trop encadré par la loi, mais on a des ingénieurs ou autres qui ont des immenses satisfactions quand ils ont réussi à intégrer 6, 7, 8 handicapés dans leur atelier. J'étais au Brésil il n'y a pas très longtemps. Pensez que dans un atelier qui est bruyant, où il y a des chariots qui circulent et tout, que des sourds muets puissent travailler, et qu'on voit des gens même avec une jambe sur des postes de travail, parce que quelqu'un a pris le temps, parce que l'agent de maîtrise a appris le langage des sourds muets pour pouvoir parler à ses collaborateurs. C'est des moments de grande satisfaction, et pour l'agent de maîtrise qui a appris le langage des sourds muets pour pouvoir parler, et pour le reste d'ailleurs de la communauté de travail qui est autour. Donc oui,
bien sûr, il y a des grands thèmes de satisfaction, à condition de ne pas imaginer que... Bon, il faut avoir une vie en dehors de l'entreprise aussi, hein, ça j'insiste beaucoup. Serge Klarsfeld, des raisons d'espérer pour des jeunes qui sont en quête de sens dans leur engagement de vie. Je crois qu'on peut trouver toujours du sens à sa propre vie, mais il faut se fixer ce sens. Parfois, ce sont les circonstances qui vous imposent le sens, et puis parfois, c'est le choix personnel. Mais je crois qu'il faut le faire, sinon la profession n'est plus qu'un gagne-pain, et il y a une certaine aridité, et puis il y a sans doute beaucoup de déception. Donc il faut véritablement fixer un sens. Aujourd'hui, bon, c'est difficile parce que faire des choix en politique, c'est extrêmement difficile. Et faire des choix même de société qui sont, comment dire, nécessaires pour faire des choix politiques, c'est extrêmement difficile. Vous parliez des plus vulnérables. Si on regarde la société comme une entreprise, les plus vulnérables sont malheureusement en dehors de la société. Mais si la société considère les valeurs de l'entreprise, elle ne s'occupera plus des vulnérables, alors qu'elle s'en est occupée quand les temps étaient ceux de la prospérité. On va laisser la dernière minute au Père Buttet pour la même adresse à la jeunesse qui nous écoute. Je trouve que cette mondialisation est quelque chose d'absolument prodigieux. Elle nous libère complètement des idéologies, complètement des modélisations. C'est plus possible de penser en termes d'idéologie et de modélisation aujourd'hui en avenir, parce que la complexité du monde est tellement grande que plus personne aurait l'audace ou l'outrecuidance de dire que j'aurai le modèle qui va répondre aux problèmes de notre temps. Par contre, et c'est ça l'avantage que je découvre, c'est que ça renvoie à la responsabilité personnelle. Et ça, c'est absolument génial. Un patron d'entreprise, un avocat, une personne, à quelque niveau de responsabilité qu'elle se trouve, elle peut véritablement changer les choses. Et ça, c'est nouveau. La mondialisation, paradoxalement, renvoie à la personne. Alors, il faut du courage, il faut de l'audace, il faut, au-delà du droit, et ça, c'est déjà Aristote qui le disait, non seulement un droit qui gère la justice dans la société, mais l'amitié civique. Et là, je pense qu'il y a des choses énormes à faire aussi en entreprise partout, qu'il y a des rapports humains. C'est difficile, c'est dur, mais qu'il y a des rapports humains qui sont conviviaux, qui sont agréables. Et quand on arrive à se parler comme un être humain parle à un autre être humain, il y a quand même des choses merveilleuses qui peuvent se faire. Et puis ensuite, pour moi, la dernière réponse, c'est qu'il faut croire comme des fous pour aimer comme des dingues, parce qu'il y a une certaine folie aujourd'hui, et que seule cette folie de l'audace qu'on a vue chez tant de témoins aujourd'hui permettra véritablement de rapporter cette espérance au monde qu'on a tellement besoin. Merci à tous les trois. Décision et quête de sens, c'était le thème de ce débat qui en avait beaucoup du sens. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.